à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison et pour justement ce démarrage, ce coup d'envoi d'aujourd'hui, l'émission, une partie de l'émission sera entièrement consacrée à cette rentrée. Elle aura pour toile de fond cette rentrée 2018-2019. Tout d'abord, nous mettrons le cap sur l'université, mais surtout ces futurs étudiants qui ont hélas, qui n'ont pas réussi à accéder à leurs trois premiers choix sur la liste des cursus sélectionnés au tout démarrage de leur cycle universitaire. Donc nous parlerons un petit peu de tout cela. Nous évoquerons les nouveautés également en ce qui concerne la rentrée universitaire avec notre invité, donc un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur. Par ailleurs, nous parlerons également des écoliers du cycle primaire et secondaire également. Cette fois-ci, ceux-là qui ont déjà rejoint les bancs depuis un petit moment, donc avant les universitaires, ils auront la possibilité d'avoir justement toute une campagne de sensibilisation à l'effet de les aiguiller par rapport aux meilleurs comportements à adopter sur le chemin justement de l'école et puis aussi certains dangers qui les guettent sur les routes. Pour justement plus d'informations sur ce sujet, nous serons accompagnés par un représentant du Centre national de prévention et de sécurité routière. Ce sera dans un petit moment, sans oublier Mustapha Bouffelah qui aussi parlera à sa manière de cette rentrée à travers la scolarisation des personnes en situation d'handicap. Voilà pour ce qui est de ce premier volet. Puis nous aurons l'occasion ce matin de recevoir les représentants d'une association très active à Tizi Ouzou. Il s'agit d'une association à caractère scientifique qui va lancer prochainement un séminaire qui sera entièrement consacré à la nutrition et son impact sur la santé publique. Pour plus de détails, les membres de l'association qui vont nous rejoindre, ainsi que les champions d'Afrique algériens qui seront parmi nous ce matin. Et oui, baissé de rideau hier sur le championnat d'Afrique de natation, abrité pour la première fois par l'Algérie. Et bien sûr, un trio nous a donné chaud au cœur puisque l'emblème national a retenti 3 fois sur les podiums. Nous aurons donc l'occasion de mettre toute la lumière sur ceux qui nous ont offert ce plaisir ce matin. Les champions seront parmi nous. Voilà pour ce qui est de la composante de cette émission de début de l'année. Et puis, bien sûr, le coup d'envoi, comme d'habitude, se fera par la météo. Aujourd'hui, c'est le tour d'Amal Laribi de nous accompagner. À tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ravie de vous retrouver. Moi aussi. Avec beaucoup d'amour, comme le dit votre t-shirt. Oui. Ça va? Ça va, merci. Bien. Très bien, oui. Alhamdoulilah. Que nous dit la météo ce matin là? Eh oui, c'est un temps lourd, voilé. Oui, sur ça on l'a senti. Oui, on l'a senti le matin quand du même. côté d'Alger du moins, mais bien sûr on va brasser plus large. C'est partout. Voilà. Alors allez-y. Merci Adia. Livrez-nous le reste. Merci bien. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, le ciel se montrera aujourd'hui plutôt voilé sur pratiquement l'ensemble des régions nord, qu'on peut voir sur la carte. Un ciel voilé d'ouest en est, accompagné d'orages sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures, ouest, centre, l'est, ainsi que vers les Aurès, accompagné de quelques pluies, parfois d'averses vers l'intérieur est. La moitié sud voilée sur le sud-ouest, la Saoura, avec des foyers orageux pouvant donner quelques pluies durant la journée. L'extrême sud, le Égard, où le ciel restera partiellement voilé, avec toujours des orages vers l'extrême sud, dégagé à partiellement voilé au nord Sahara. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le Sahara central, le Sahara oriental, les oasis, avec 2 fréquences soulèvements de sable au nord Sahara et le Sahara oriental. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 35 degrés du côté de Rolizane, 34 Mascara, Chlefein, Defla, 31 Alger, Tizi Ouzou, 32 Oran, 33 à Tlemcen, 30 à Annaba, également Sétif, 28 à Batna, Djelfa, Al-Beyad, au sud 26 degrés du côté de Béchar, 34 Tamanrasset, Janet, 36 à Biskra, 37 Gardaya, Ilizi, Tindouf, 39 vers Insalah et enfin 42 degrés le maximum Borj Beji-Mokhtar et In Gazan. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Europe où le ciel se montrera peu nuageux, plus exactement
Du côté de Marseille, Madrid, Lisbonne également, Bucarest, Prague, Varsovie, Budapest, le soleil sera bel et bien présent. À Paris, Bordeaux, Berne également, Athènes, des nuages pluvieux à Helsinki, des passages nuageux à Londres ainsi qu'à Oslo. Le mercure affichera 17 degrés à Oslo, 15 le minimum à Helsinki, 21 Dublin, 29 à Paris, 27 à Berne, 29 Rome, 26 Budapest, Bucarest, 24 à Varsovie, 31 degrés Madrid, Lisbonne en passant par les 30 degrés à Athènes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci beaucoup Amel pour toutes ces précisions. Ça va? Ça va, oui. Ah bah, je suis très contente en tout cas de reprendre la nouvelle saison décor. à vos côtés. Oui, un petit décor qui a changé, oui. Un petit lifting. Mais surtout, c'est-à-dire que moi j'aimerais quand même que ceux qui nous suivent ce matin sachent combien vous aimez la musique. Oui, j'aime bien. Vous préparez votre météo en musique. Exact. Vous vous maquillez en musique. Surtout le matin, oui, j'aime bien. C'est super sympa. En tout cas, on va continuer sur la lancée pour vous offrir ce morceau signé Jamil. Il s'agit d'Ed Dinar. À tout de suite. Et chose promise, chose due, nous avions annoncé en sommaire, nous recevons ce matin M. Ahmed Naït El-Hossin. Bienvenue, vous êtes directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière. Bonjour, on vous remercie pour l'invitation. Ah bah, tout le plaisir est pour nous. Donc, comme d'accoutumé, votre institution organise la rentrée à sa manière également. Oui. C'est une campagne de sensibilisation qui a été institutionnalisée, c'est-à-dire que dans le programme d'activité du Centre national de prévention de sécurité routière, il y a forcément une campagne dédiée à la rentrée scolaire et à la rentrée sociale. Très bien. La raison, c'est le nombre élevé d'accidents qu'on constate. Hélas. Oui, c'est-à-dire à chaque rentrée sociale, il y a une grande mobilité pendant cette période. Il y a forcément un nombre croissant d'accidents. C'est la raison pour laquelle nous intensifions nos efforts pour la sensibilisation et pour l'éducation routière. Donc, sensibilisation oblige. Vous avez une cible en particulier. Donc, ce sont les écoliers, les élèves des deux cycles, on dira cycle primaire, cycle secondaire. Cycle moyen. C'est la priorité. En matière d'éducation, l'enfant est notre cœur de cible. Oui. C'est-à-dire qu'il faut arriver à changer les comportements dès le jeune âge, à inculquer une culture de sécurité routière dès le jeune âge. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme dédié exclusivement pour les enfants du cycle primaire et du cycle moyen. Ce programme s'articule autour de cours théoriques sur les règles qui intéressent bien sûr cette tranche d'âge. C'est des règles fragiles surtout. Oui, fragiles. Et c'est les règles, c'est la signalisation, c'est la manière de traverser, c'est aussi quelques rudiments des règles de circulation routière. Et tout ça est accompagné aussi par des cours, des ateliers ludiques un petit peu et pratiques. C'est des circuits d'éducation routière qu'on déploie au niveau des établissements scolaires, et ce,
en partenariat bien évidemment avec les directions de l'éducation de Wilaya. Justement, on va parler de ces outils pédagogiques que vous avez mis au service de cette campagne de sensibilisation. Mais avant, on va un petit peu donc situer les lieux qui vont abriter justement cette campagne. Ce sont les écoles proprement dit. C'est un programme qui est arrêté en commun accord avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les directions de l'éducation de Wilaya, et ça touche l'ensemble des établissements scolaires. On s'appuie également dans le cadre de cette campagne sur le réseau du mouvement associatif qui est impliqué également dans les actions de sensibilisation et en partenariat également avec les partenaires classiques qui sont la gendarmerie nationale et la sûreté nationale pour justement toucher un plus grand nombre d'établissements scolaires. Donc, c'est un nombre important de wilayas sont concernés par cette campagne. Et la nouveauté cette année, on a signé une convention avec l'entreprise Sonatrach. Oui. Et ça va nous permettre un petit peu d'intensifier le travail de sensibilisation au niveau des wilayas du sud et de l'extrême sud du pays. Très bien. C'est une caravane qui va sillonner les wilayas du sud à partir du mois d'octobre et ça sera en partenariat avec la Sonatrach. Oui, mais il faut dire que les grandes villes à grande densité donc, sont les plus concernées par les dangers de la route. Donc sur le chemin de l'école, surtout les plus petits sont en pleine euphorie. On le sait bien, quand c'est la rentrée, on vient, c'est plus ludique pour eux de retrouver leurs amis. Donc l'euphorie fait qu'ils jouent justement, fait qu'ils se déplacent peut-être de façon un petit peu imprévisible par rapport aux automobilistes. Qu'en est-il donc? Oui, les dangers, notamment pour les enfants, c'est-à-dire pour les piétons, c'est en milieu urbain. Oui. En milieu urbain, il y a énormément d'accidents. La moitié des victimes en milieu urbain sont des piétons. C'est la raison pour laquelle nous intensifions le travail au niveau des grandes villes, au niveau des établissements scolaires qui sont implantés c'est-à-dire dans un tissu démographique important. Et ces grandes villes sont concernées soit par des campagnes, des semaines de prévention routière, puisque nous organisons chaque mois des semaines de prévention au niveau de 2 wilayas. Très bien. Et on choisit les wilayas selon leur classement au niveau du bilan de l'accidentalité. Des accidents de la route. Le travail se fait énormément sur Alger, puisque c'est la première wilaya, classée première dans le tableau des accidents de la circulation routière. Bon, c'est relatif, parce que pour revenir un petit peu au parc automobile de la wilaya d'Alger, c'est presque 1 500 000 véhicules. C'est aussi une population, voilà, c'est une population flottante aussi, très importante, qui vient quotidiennement, c'est-à-dire des autres wilayas, vers la capitale du fait de la forte centralisation, etc. Il y a énormément de déplacements qui s'effectuent au niveau de la capitale. C'est la raison pour laquelle nous intensifions notre travail de sensibilisation au niveau de la capitale et aussi des grandes villes, Sétif, Oran, Borj Bouarerij, qui constituent les wilayas les plus touchés par l'hécatombe routière. Oui, ouais, c'est vrai. Il faudrait vraiment aussi prévoir peut-être une campagne à dresser. Bon, mais celle-ci, elle existe à travers des spots publicitaires que vous avez initiés déjà il y a un nombre d'années et qui passent et qui sont diffusés dans les différentes chaînes télévisées. Vous continuerez donc sur cet élan avec la radio, la télévision en tant que partenaire? C'est des partenaires de choix. La sécurité routière, c'est avant tout une histoire de communication. On doit communiquer, on doit sensibiliser. Mais pour toucher un grand nombre d'usagers, le meilleur moyen, c'est la télévision et c'est la radio. Ça a été toujours nos partenaires de choix pour les différentes campagnes menées par le Centre national de prévention de sécurité routière. Oui, donc pour ces cours justement d'initiation et de sensibilisation dont vont bénéficier les écoliers, vous avez prévu un nombre d'outils. Nous en avons aussi sur le plateau quelques-uns, donc on peut peut-être en parler. Est-ce que comment les parents pourraient également, autrement qu'à l'école, retrouver ce type d'outils?
pédagogique. Il y a énormément d'actions de proximité qui sont menées par le Centre national de prévention de sécurité routière. C'est des actions de proximité au niveau des espaces publics pendant les vacances. Il y a aussi une distribution pour les différentes associations. Toutes les associations qui activent dans le domaine de la sécurité routière s'approvisionnent au niveau du Centre national de prévention de sécurité routière. C'est notre vocation première, c'est de fournir ces supports pédagogiques à titre gracieux pour les différentes associations et également pour les services de sécurité. Ils s'appuient sur les supports pédagogiques du Centre national pour mener les actions de sensibilisation et les actions de prévention routière. Par le son et l'image, à travers des spots, avec des chansons, et aussi nous avons, c'est-à-dire lorsqu'on se déploie sur le terrain, c'est des ateliers de dessin, c'est des ateliers... Oui, il y a aussi voilà, ces livres de coloriage pour les plus petits, donc, qui expliquent un peu... Les règles de la circulation routière. Je ne sais pas si on peut voir, ouais, c'est bon. Je pense qu'on a vu les images défiler à l'instant, donc on leur explique ce que c'est qu'un feu tricolore, les différentes embarcations existantes, voilà. En fait, tant de situations sur la route qui sont intéressantes pour les petits. Donc, voilà, avec des puzzles. Ils n'ont pas encore accès au savoir, à la lecture, donc c'est pas mal. Il y a des puzzles, oui. Voilà. On voit ici un hafidou ala salamatikum, préservé, donc protégé ou autre. J'essaie de traduire, j'ai du mal. Ce n'est pas évident. On va essayer de remettre le fichier en place. Hein, c'est la rentrée, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, protéger, préserver votre sécurité, c'est plutôt ça. Donc, c'est un puzzle très coloré, très très explicite par rapport à la frange des enfants. Et donc, tant d'outils pédagogiques. Donc là, par exemple, à pied sur le chemin de l'école, c'est un dépliant aussi qui est très intéressant, très coloré. On voit l'école, on voit le chemin, on voit tous les dangers qui planent avec des petits textes explicatifs très courts. Très court. Ça, c'est-à-dire pour les règles de déplacement de l'école vers la maison. C'est le trajet, école-maison. Et aussi, à travers ces actions de sensibilisation des plus petits, on essaye aussi de sensibiliser les parents. Parce que généralement, quand les enfants sont imprégnés un petit peu de la culture de sécurité routière, c'est eux qui font de la morale à leurs parents. Ah ouais, mais ils n'aiment pas la contradiction. Hein, quand ils se retrouvent en situation, ah ben non, c'est parce que j'ai appris à l'école, papa. Voilà. Attends, tu te trompes. Et ils corrigent, effectivement. Et ça commence à donner de très bons résultats. C'est-à-dire tous les efforts qui sont menés en matière de sensibilisation, en matière d'éducation routière. L'année 2017 a été la meilleure année en matière de sécurité routière. Il faut revenir à plus de décennies pour retrouver les mêmes chiffres de la sécurité routière. Et là, pendant les 7 premiers mois de l'année 2018, nous avons constaté également une baisse des indicateurs de l'insécurité routière. Il faut persévérer dans cette voie, c'est-à-dire la sensibilisation, et aussi il y a le travail, bien évidemment. Le travail de proximité, notamment. Voilà, qui apporte ses fruits. Très bien. Donc cette campagne débutera quand? Ça va débuter à partir de demain. À partir de demain, et on va inaugurer ça par des visites au niveau des établissements scolaires. Pardon? On va inaugurer cette campagne à travers des actions au niveau des établissements scolaires. Oui, est-ce qu'il y a un établissement en particulier pour le lancement officiel? Ça va être du côté de Baraki, dans une école à Baraki. Eh bien, bon vent pour tout ça. J'espère que cela se passera comme vous l'avez prévu et souhaité. Bravo pour tous ces efforts, en tout cas, de communication, de vulgarisation autour de la sécurité en faveur justement des bambins, de tous ces écoliers qui ont déjà rejoint les bancs de l'école et qui sont un petit peu menacés sur leur route. Merci infiniment, Monsieur Ahmed Naïk El-Houssine, de nous avoir accompagnés ce matin. De notre côté, nous continuerons de parler de cette rentrée, mais cette fois-ci à travers l'université. D'abord par un reportage signé Hasna Zoubeiri qui va nous parler de la rentrée universitaire. Restez avec nous. Plus de 265 000 nouveaux étudiants devront rejoindre à partir d'aujourd'hui les bancs de l'université au titre de la rentrée 2018-2019 qui enregistre cette année
1,7 million d'étudiants dans tous les paliers de l'enseignement universitaire. La population estudiantine est répartie sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles d'enseignement ainsi que 51 établissements affiliés à d'autres secteurs, mais pédagogiquement soumis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour cette rentrée universitaire, les capacités d'accueil et niveau de prestation ont été renforcées. En effet, les capacités d'hébergement seront portées à 629 500 lits, en plus de 6 cantines centrales implantées au sein des grands ensembles pédagogiques. Pour le ministre du secteur, la réception de nouvelles infrastructures s'inscrit dans le cadre du renforcement des établissements universitaires et la concrétisation des efforts visant à consolider le réseau des écoles supérieures, et ce après l'annulation des écoles préparatoires dans leur forme actuelle et la promotion de celles répondant aux conditions au rang d'école nationale supérieure. Il faut savoir que la nouvelle stratégie du secteur vise à développer la vie estudiantine dans tous les domaines et encourager la création d'espaces pour les activités culturelles, scientifiques, sportives et de loisirs dans les établissements et résidences universitaires. Concernant le dossier des œuvres universitaires, Tahar Hadjar annonce qu'il devra être débattu lors d'une conférence nationale avec la participation de tous les acteurs de l'université en vue d'élaborer une vision prospective participative. Et merci à Hasna Zoubeli pour ce reportage, pour justement de plus amples détails sur cette stratégie initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons en notre compagnie ce matin M. Amar Tifeddine, bienvenue. Vous représentez donc cette tutelle et nous allons avec vous développer le thème justement de la rentrée universitaire avec tout ce qui se réfère à cette rentrée en matière de nouveautés, mais également de quelques petits soucis qu'on va peut-être souligner ce matin. Très bien. Bienvenue. Merci madame, bonjour, bonjour à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc on est là aujourd'hui donc pour parler de cette rentrée universitaire. Donc elle est entamée pour les premières années normalement depuis hier, pour les années supérieures depuis le 9 septembre. Donc cette année, nous avons commencé assez tôt à introduire les nouveautés, à informer des nouveautés. Il y a eu notamment des journées au mois d'avril dernier, si vous vous en souvenez, donc où il a été question un petit peu de présenter le système d'orientation, un petit peu surtout toutes les offres qui étaient disponibles à travers les universités. Fait en amont, durant l'été. Oui. Ça s'est fait déjà au printemps, au mois d'avril, et durant l'été aussi, juste après la proclamation des résultats du baccalauréat. Donc cette année, par rapport à l'année dernière, quand même au niveau des orientations, il y a eu plusieurs phases. Jusqu'à l'année dernière, donc ça se faisait quasiment en une seule phase. Donc les gens étaient là, ils avaient une liste de possibilités. Sur cette liste, ils avaient quatre choix. Prioritaire, selon eux, oui. Dans un choix devait être obligatoirement une licence LMD, donc pour éviter les non-orientations ou les cas impossibles à traiter. Et puis, après orientation, donc souvent il y avait des demandes de changement, pour une raison ou une autre, bon, ça dépend des cas. Et donc l'établissement, ou bien du moins jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant et l'année dernière, ça s'est pratiquement fait au niveau de la centrale, au niveau du ministère. Mais cette année, il y a eu du changement. C'est nouveau. C'est nouveau. Enfin, on l'a appliqué. Donc, à partir de l'expérience de 2016 et de 2017, donc, il y a eu la première phase, disons, classique, où il y avait donc les 4 choix, dans un LMD. Il y a eu des premières moyennes qui ont été calculées, des moyennes d'accès. Et puis, bon, il y a toujours les cas où il y a ce qu'on appelle les zéro choix. C'est-à-dire les gens ont fait une mauvaise fiche de vœux, ils se retrouvent avec zéro choix. Qui ne correspondaient pas du tout à leurs résultats au baccalauréat, c'est ça. Il y avait des gens qui aussi ont eu leur 4e choix. Mais là, j'aimerais attirer l'attention des futurs bacheliers, puisque ce futurs étudiants, il est surtout les futurs bacheliers, parce que bon, faut que ça serve de leçon. Le 4e choix est aussi important que le premier. Tout à fait. Malheureusement, on a vu souvent au 4e choix mettre n'importe quoi qui ne correspond pas du tout aux ambitions de ce nouvel étudiant. Donc,
Ils ont été amenés à changer, mais la nouveauté cette année, c'est qu'ils ont pu le faire par eux-mêmes. Il y a eu une deuxième phase où les gens qui ont eu donc 0 choix, les gens qui ont eu leur 4e choix, et les gens qui ont échoué au test, comme par exemple au niveau des ENS, de ce qu'on appelle les ISTA, enfin toutes les filières à test. Hein. Oui. Donc il y a un test, s'ils ont échoué au test, on leur donnait la possibilité de choisir d'eux-mêmes une nouvelle orientation. Alors qu'avant, elle se faisait d'une manière, disons, presque administrative. Systématique, c'était vraiment l'université qui décidait pour eux. Voilà. Aujourd'hui, ils ont quand même une seconde chance de proposer de nouveaux choix qui seront encore étudiés et voilà. Voilà, tout à fait. Ça s'est passé comme ça. Vous allez procéder par élimination selon leurs résultats au baccalauréat. Bon, résultat des courses. Bon, l'année dernière, on était autour de 70% de satisfaction. Là, cette année, après la deuxième phase, on en est à 86. Donc, c'est vraiment un... Le chiffre est en hausse. Le chiffre est en hausse. Il faut dire que tout ceci se fait par le biais d'une plateforme qui a été initiée en 2016, c'est bien cela donc, Tout à fait. Donc, c'est une plateforme qui concerne surtout donc, les bacheliers de l'année en cours. Non, c'est les bacheliers 2018, où tout mouvement doit passer par la plateforme. Donc une demande de changement doit passer par la plateforme. Et l'avantage avec ce système, c'est qu'on ne peut pas demander quelque chose auquel on n'a pas droit. Je veux dire, auquel on n'a pas droit du point de vue moyenne obtenue au bac. Oui. La moyenne du bac et la moyenne sur certaines filières. Donc si, disons que théoriquement, on a droit à telle filière, le système vous la donne. Donc vous pouvez candidater à un changement. Après, à charge de l'établissement d'accepter ou de ne pas accepter. Et les conditions de base sont visibles sur cette plateforme? Ils peuvent accéder à ces conditions? Les moyennes sont affichées. Pour ne pas aussi prendre le risque de perdre du temps? Justement, là on peut en dire des choses. Ces moyennes sont affichées. Les moyennes donc d'accès. Les moyennes exigées dans certaines matières sont publiées via une circulaire. Mais par exemple, sur les chiffres de l'année dernière, donc il faudrait, pour savoir tout ça, il faudrait bien que l'information parvienne. Absolument. Bon, l'information a été mise à disposition par des circulaires. Bon, vous me direz que les circulaires, c'est épais comme ça, c'est peut-être indigeste, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Pour la jeune génération, c'est connu. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour la jeune génération, on a préparé des versions sur téléphone, sur tablette, avec comment dire, une circulaire interactive. Il introduit son bac, elle le dirige elle-même. L'étude faite sur la rentrée de l'année dernière, donc 2017, a montré que 6% des bacheliers ont téléchargé l'application. Très bien. Et vraiment, on est confronté à ce... Vivement le 100%. Vivement le 100%. Oui, ça éviterait beaucoup de problèmes et beaucoup d'incompréhension. Oui. Parce que parfois, les gens arrivent... C'est vrai que vous avez rencontré quelques difficultés avec certains parents, certains élèves qui étaient un peu... beaucoup plus avec les parents qu'avec les élèves en eux-mêmes. Hein. Parce qu'il faut dire qu'on reçoit plus les parents que les élèves, enfin les étudiants. Très bien, mais les cellules d'écoute ont bien fonctionné, je pense que le système, dans l'ensemble, ça a fonctionné. Il y a eu beaucoup de communication, que ce soit par les journées portes ouvertes, par le biais de tous les médias, donc le lourd ou la presse, etc. Donc il y a eu beaucoup d'émissions radio, beaucoup d'émissions de télé, un petit peu pour rapporter cette information, mais malheureusement on est confronté à cette incompréhension. Moi je dirais plutôt impatience, parce que c'est vrai qu'ils voient leurs amis déjà accéder donc à l'université, donc ils sont pressés de les rejoindre, d'où quand même cette légère incompréhension. Oui, mais il faut dire aussi que chaque cas est un cas particulier, donc on ne peut pas se comparer aux copains de classe ou aux voisins. Chaque cas est un cas particulier. Oui. Quand on a telle moyenne, après quand on regarde par exemple le détail d'un relevé de notes, ce n'est pas du tout la même chose.
Donc, hormis justement cette prise en charge des changements, cette prise en charge des élèves qui ont été un peu chanceux par rapport aux 4 choix, aux 3 choix justement, premier choix de leur liste. Donc, il y a eu aussi des nouveautés, des chaires qui ont été développées, des départements, de nouvelles filières, des propositions justement de nouvelles filières cette année. Oui, par rapport à ça, avec l'avènement du LMD, il y a eu un petit peu un foisonnement d'offres en licence et en master qui ont marqué quelques dysfonctionnements, notamment pour l'employabilité de ces diplômés. Bon, le but essentiel, c'est de trouver un travail après le marché de travail, justement, en adéquation avec la formation. Donc la multiplicité de tous ces diplômes faisait que c'était dilué, on ne voyait plus rien. Donc en 2015, il y a eu 2 grandes opérations ont été menées, un petit peu pour mettre de l'ordre là-dedans, ce qu'on appelle la mise en conformité des licences et l'harmonisation des masters. Donc le nombre d'offres, c'était à 4 chiffres. D'accord. Quelque chose comme 8000. Entendu. Et là, on ne se retrouvait plus. Parfois, on avait 2 formations différentes avec le même intitulé. Parfois, deux formations, voire plus, identiques avec des intitulés différents. Donc, on ne se retrouvait plus. Donc, on a mis de l'ordre et bon, on a un nombre d'offres qui est maîtrisable et respectable. Maintenant, il y a eu du nouveau. Bah, c'est vrai, maintenant, chaque année, il y a des spécialités qui naissent un petit peu à droite, à gauche. Mais il ne faudrait pas aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, on revient à la situation d'avant 2015 non plus. Hein. Oui, donc surplus de propositions qui ne sont pas prises en compte. La création de nouvelles filières ou de nouvelles spécialités est subordonnée à une procédure claire qui démarre donc de la volonté d'un groupe d'enseignants ou d'un département d'offrir une spécialité. Et ça a tout un cheminement pour arriver jusqu'à la validation par la signature de l'arrêté habilitation à cette formation. Et toujours en fonction justement des besoins du marché du travail ? Justement. Par rapport au marché du travail, malheureusement, sur le nombre de nouvelles offres qu'il y a eu, la plupart sont académiques. Alors que ce que nous souhaitons avoir, c'est avoir plus d'offres professionnalisantes que d'offres académiques. Parce que quand on dit offre professionnalisante, ça sous-entend que cet étudiant a eu beaucoup de stages. Il a fréquenté l'entreprise pendant longtemps. Et ça augmente les chances d'employabilité. Oui. Mais avec une offre académique, c'est pas évident. De toute façon, ça peut être quand même l'assise, la base pour un départ justement de professionnalisation. Il y a une mutation dans notre pays. On ne pourra pas continuer indéfiniment sur les offres académiques purement théoriques, etc. Oui. Le développement est ce qu'il est. Par exemple, dans l'Oranie, c'est l'automobile, les hauts plateaux, l'électronique, etc. Donc, il va y avoir en quelque sorte des universités qui vont se spécialiser de fait. Certainement. Elles ne peuvent pas être à côté de la société. Elles doivent intégrer leur environnement et développer ce qu'elles ont à côté. Bon, vous me direz que peut-être que les universités ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité. Bon, le développement à l'Oranie n'est pas aussi bon peut-être qu'ailleurs, où il est meilleur. Disons. Différent. Mais chacune a s'adapté avec son milieu. Les spécificités du marché, du travail, de l'industrie, Exactement. Donc, quand on parle d'un projet d'établissement, et des services qui sont... L'établissement doit un petit peu être en symbiose avec son environnement. Absolument, absolument. En tout cas, pour ces nouvelles offres de master et de licence, justement, les prétendants au master cette année ont rencontré quand même quelques difficultés lors de leur inscription. Les concours, les résultats ont tardé à venir. Comment faire pour apaiser justement cette frange d'étudiants ? Bon, pour les masters, pour l'instant, je ne parle pas d'inscription, mais je parle de candidature au master. Donc cette année, il a démarré une nouvelle phase dans la gestion de tout ce qui est via l'université. Avant, pour candidater à un master, il fallait prendre son dossier, faire des photocopies, aller déposer à telle université. Bon, il faut savoir que quand on a une licence, je peux m'inscrire là où je veux. C'est l'inscription, elle est sur le territoire national.
Elle n'est pas limitée à telle université. Je suis sortant de telle université, je ne peux faire ma licence qu'à telle université. Non, ce n'est pas vrai. Je peux aller là où ma spécialité est disponible. Bon, cette année, pour un petit peu donner la chance à tout le monde, et ça rentre un petit peu dans le processus de numérisation de notre ministère, les candidatures se sont faites via la plateforme. D'accord. Donc il y avait pour chaque candidat une possibilité de 4 choix. Donc il va candidater via cette plateforme. Après, l'étude du dossier se fera d'une manière académique, d'une manière pédagogique par les comités pédagogiques. Et donc ce ne sera pas administratif, ce sera purement pédagogique. Donc le ministère a pris sur lui donc, de récolter toutes ces candidatures. Et elle met à la disposition des établissements et l'établissement d'étudier ces demandes. Très bien. Et donc, la réponse sera... La réponse est imminente parce qu'il y a des attentes de part et d'autre. La clôture des candidatures, c'était le 15, donc il faut laisser un petit peu le temps aux établissements d'étudier tous ces dossiers, de répondre. Et de pouvoir répondre. Ouais. Merci beaucoup, M. Amara Sifeddine, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, pour cet éclairage, pour notre émission Bonjour d'Algérie. J'espère qu'on vous reverra très bientôt pour d'autres communications, toujours justement à l'effet d'informer nos futurs étudiants, ou plutôt les étudiants de manière générale. C'est vrai qu'il est très important de communiquer, de bien communiquer. Absolument. Merci beaucoup. Bon vent pour cette rentrée. Merci, madame. Merci. Allez, au revoir. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Tout de suite, on vous propose un portrait, donc zoom, gros plan sur Sihem, une artisane découverte pour vous et pour nous par Nour El-Houda Bouzgaou. C'est pour tout de suite. Lorsque l'amour des couleurs se rencontre avec la passion de l'art, Ilham excelle dans l'expression de ses émotions sur un support particulier, le verre. La relation entre Ilham et le vitrail est née récemment. Pourtant, le résultat reste tout juste éblouissant. C'est récemment, ça fait à peu près une année. En fait, c'est une parente à mon mari qui fait ça aussi, qui est passionnée, enfin c'est son métier. Et j'adorais ça. En fait, j'achetais souvent chez elle pour les mariages, des cadeaux et tout. Et donc j'adorais ça. Et après, donc j'avais pris des cours chez elle. Elle avait proposé de donner des cours. J'ai pris des cours chez elle. J'ai participé après à des ateliers dans un magasin qui vend des articles scolaires. Après, donc j'ai été un petit peu autodidacte toute seule, donc j'ai fait des recherches sur YouTube, j'ai vu des tutos et j'ai commencé un petit peu à pratiquer et voilà. Donc en fait à la base je suis ingénieur en informatique, donc la semaine en fait je fais du support informatique et donc il y a le stress de la semaine et après en fait je fais ça les week-ends. Et donc j'essaie de me déstresser et je plonge un petit peu dans mon univers un petit peu, on va dire, artistique. Les couleurs, la vaisselle, les miroirs. J'ai un petit penchant aussi pour beaucoup plus pour les miroirs et les tableaux. Je fais beaucoup plus ça que de la vaisselle. Plusieurs supports qu'Ilham met en valeur à travers la technique du vitrail. À ce moment-là, une grande concentration sur le tracé avec le cerne-relief donne l'impression d'un perfectionnisme gracieux. Et pour par exemple des événements un peu particuliers, comme par exemple ces verres-là, c'est des verres des fiançailles, donc on essaie toujours de rester dans le thème mariage et tout, donc c'est doré et argent généralement, c'est ça. Donc voilà le résultat final. C'est des verres de fiançailles. Et en fait, je rajoute un petit plateau qui va avec. C'est un miroir que je découpe chez le vitrier. Après, je lui rajoute des poignées. Et voilà ce que ça va donner. Je peux rajouter les noms des mariés, la date de leur mariage ou de leur fiançailles. Voilà. Personnalisé. Voilà, ça reste personnalisé, ça reste unique, ça change un petit peu de ce qu'on trouve dans le marché. Voilà. Debout dans sa cuisine ou assise dans son jardin, l'environnement dans lequel Ilham crée est une source d'inspiration. Pendant que le vitrail consiste en un remplissage avec de la peinture spéciale,
Son travail à Ilham reste particulier et personnalisé, surtout unique. Peu de couleurs dans la même œuvre, remplissage particulier. Bref, le résultat est surprenant, particulièrement sur cette calligraphie arabe. C'est un cheval, donc enfin c'est de la calligraphie islamique. En fait là, à la fin ça va être Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc ça va être un tableau, donc j'ai choisi la couleur argent. Et je mettrai en fond, en fait je mets toujours du velours, parce que je trouve que c'est très beau le velours. Et le cadre, on va l'encadrer après avec de l'argent aussi, enfin, ça sera joli, j'espère. Donc le travail, ça va se faire avec du cerne ou... Oui, c'est un cerne, voilà. Je fais un voilà, donc je n'utilise pas de couleur dans la calligraphie, je préfère utiliser le cerne. Et j'utilise une technique, en fait, quand je remplis, je fais un remplissage. Je ne fais pas un remplissage genre simple, basique. En fait, j'essaie de faire un remplissage, c'est comme si que ça donne un effet de couture, genre style mujboud. Voilà. Enfin, à peu près, on essaie de représenter ça. Ainsi, de joindre l'utile à l'agréable, naît des produits artisanaux qui viennent enrichir le vaste répertoire du terroir algérien. À notre tour, nous essaierons d'être utiles ce matin en parlant de nutrition et de son impact sur la santé publique. Nous le ferons à travers nos invités ce matin, en l'occurrence Dr Tahar Amrouche, qui nous vient de Tizi Ouzou. Donc vous êtes enseignant et chercheur à l'université de Tizi Ouzou, également consultant en management en sécurité des aliments. On en parlera davantage dans un petit moment. Bienvenue. Merci. Ça va ? Oui, ça va. Bonjour. Vous êtes un habitué des micros quand même. Oui. Je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent dans cette émission. Très bien, merci. Et puis vous êtes en compagnie de monsieur Younesay Tamara, donc président de l'association Iker in Tousna. Oui. L'ai-je bien prononcé? Oui. Ça va. Oui, vous l'avez bien prononcé. Iker in Tousna, c'est Chant du savoir. Chant du savoir. Oui. C'est très bien, donc c'est très beau, c'est très poétique comme nom d'association. En fait, c'est une association à caractère scientifique. Oui, bien sûr. C'est d'où l'appellation en fait. Oui, c'est exact. Donc c'est une association scientifique qui est née, ça fait en 2013. C'est une association scientifique qui a pour objectif essentiellement de promouvoir l'information scientifique et la culture en général. Oui. Si vous êtes parmi nous ce matin, messieurs, c'est parce que vous préparez donc un événement qui sera certainement très suivi du côté de Tizi Ouzou. Il s'agit de la seconde édition d'un séminaire que vous avez déjà initié l'année dernière et qui est en rapport avec la thématique annoncée. Donc c'est la deuxième édition. C'est un séminaire national. Donc, oui. Il a un caractère national donc, qui traite la nutrition et la santé publique, qui est organisée conjointement par notre association Iker in Tousna et laboratoire qualité et sécurité des aliments de l'université Mouloud Maboui. Donc vos partenaires sur cet événement qui aura lieu le 22 et le 21? Non, c'est le 21 et le 22 septembre. Ouais, moi j'ai inversé. J'ai commencé par le 22 et j'ai été vers le 21. On ne peut pas commencer par le 22. Donc. Bah écoutez, il y a des personnes qui vont comme ça, d'autres qui vont comme ça. Moi je vais à l'envers. C'est un voyage. Un voyage dans le temps. Voilà. Et puis donc ça se déroule à Eye to Dirt. C'est bien cela? Oui, c'est Eye to Dirt. Donc c'est une commune de la Daïra Ouassif. Oui. C'est-à-dire on l'a fait exactement dans cette région. C'est pour promouvoir aussi cette région. C'est excellent, oui. Donc, donner la chance justement à ces régions de participer. C'est donner à un caractère aussi à cette région. Donc chaque année, ça doit être, ou bien c'est notre souhait, que cet événement, ou bien des événements pareils, seront chaque année dans cette région.
Très bien. Donc, il sera question de nutrition à travers la présence de spécialistes, d'universitaires. Parlez-nous un petit peu des partenaires qui vont justement adhérer à cette initiative. Très bien. Pardon, excusez-moi. Alors, je commence par dire merci de nous avoir donné cette opportunité pour parler de cette belle initiative, ce séminaire-là qui se produit, donc qui est un séminaire qui est à sa 2e édition, je le rappelle. Oui. Il a été réalisé l'année passée. Aujourd'hui, bon, comme on a un très bon écho auprès de la communauté scientifique et autres, et ceci nous a encouragés à organiser cette 2e édition en une année. Oui. Alors, on est très motivés pour aller dans ce sens-là. Je veux dire, travailler en partenariat, comme je représente le laboratoire de qualité et sécurité des aliments, travailler en partenariat avec la société ou bien avec des partenaires socio-économiques en MO. Bon, on a trouvé cette association qui est très motivée, que j'apprécie beaucoup et qui a tant besoin de cette collaboration de l'université puisqu'elle a un caractère purement scientifique. Et moi, de mon côté aussi, de notre côté, l'université, on a besoin de ces partenaires comme cette association qui viennent tout cela. Ce sont de bons relais donc, qui vont vous permettre justement de parler de la nutrition et de la santé publique, donc l'impact de la nutrition quelque part. Absolument. Voilà. Vous vous êtes spécialisé pour ce qui est de la nutrition comment dire, sécurité des aliments. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que la sécurité des aliments justement? Très bien, c'est toute la démarche, c'est toute une démarche qu'il faut entreprendre pour protéger en des mots le consommateur. Oui. Puisqu'on parle de la sécurité des aliments, comme vous le savez, maintenant ça fait l'actualité mondiale, pas uniquement en Algérie. Oui. On n'a qu'à citer des exemples très concrets, ce qu'on a vécu il y a récemment, la crise de choléra qui provient de ce manque d'hygiène et de ce manque de précaution et de mesures de protection du consommateur. Alors, puisque ça fait l'actualité scientifique, on a pensé justement à faire une 2e édition qui va coller parfaitement avec le contexte actuel. Et nous sommes très contents d'avoir le soutien de beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires qui sont là. Et je rappelle qu'on est accompagné, ça a été dit déjà par M. Etamara. C'est un événement qui se produit dans une commune qui reçoit un soutien, je ne peux pas vous le dire franchement, et ça sort de l'ordinaire. Ça se produit dans une commune qui, on peut dire entre guillemets... dont les habitants sont très solidaires, je dirais. Absolument. Bien. Et puis, bien sûr, il faut dire que l'événement est ouvert au grand public. C'est ça, tout le monde peut participer, pas seulement les universitaires, les spécialistes, qui seront eux sur la tribune justement des communications et qui assureront les conférences, certainement. Oui, certainement. Donc, le séminaire est ouvert pour le large public. Donc, il y a un programme riche. Il y a des conférences, des communications, des posters, comme il y a aussi des expositions de produits de santé et de produits alimentaires, de produits de terroir. Donc, il sera accessible pour un large public. Très bien, mais il sera aussi profitable aux universitaires et doctorants notamment. Oui, aux doctorants notamment parce que ils donnent ou bien leur résumé pour être sélectionné par le comité scientifique chapeauté par Dr Amrouche. Dr Amrouche, donc vous vouliez rajouter quelque chose lorsque j'ai parlé des doctorants? Oui. En parlant du programme, je rappelle que le programme est riche pour les gens qui sont intéressés. Alors on a prévu déjà 2 conférences, on a prévu des ateliers, on a prévu 4 sessions. 4 sessions. Il y a une session qui est dédiée pour la nutrition infantile. Il y a une session qui est dédiée justement aux maladies d'origine hydrique, qui provient donc de l'eau. On a une session qui est dédiée aux bienfaits des aliments. Il y a un atelier qui est consacré évidemment à l'allaitement maternel et le cancer. Et il y a aussi un atelier qui va être bien sûr réservé on a consacré à l'alimentation traditionnelle et ses vertus.
Ah, mais c'est très riche, Alors, c'est vrai. Il y a des pédiatres, il y a des spécialistes, des professeurs qui sont spécialisés dans ces thématiques-là, qui vont intervenir. Et on veut offrir à travers ce séminaire-là une plateforme d'échange. D'abord, on veut réunir toute cette communauté scientifique, qu'elle provienne bien sûr du milieu hospitalier, où il y a de la recherche aussi, que ce soit de l'université. Alors il y a des docteurs, il y a des doctorants, il y a des professeurs, et ça va être un plateau de discussion et d'échange d'informations, et pour faire un état aussi de l'avancement de la recherche dans ce domaine-là. Parce que comme vous savez maintenant, l'Algérie, je le dis comme ça, parce que c'est relatif ce que je dis par rapport aux autres pays, on accuse beaucoup de retard dans la recherche scientifique. Donc il est temps de rattraper un peu, pas des initiatives, d'enrichir, d'offrir de nouveaux relais, et pourquoi pas, à travers la société civile. Donc société civile, qui dit société civile, on a des représentants aujourd'hui d'une association très active, l'association Igarintusna. Bon, cette fois-ci, je l'ai mal prononcé, je le sais, mais c'est pas grave. On va quand même avancer pour mettre la lumière quand même sur cette association qui est active depuis 2013. Donc là, c'est l'événement majeur de cette année, donc oui, ce séminaire, majeur, le 21 et le 22. Mais donc on fait d'autres activités durant l'année. Oui. Parmi, on peut citer les conférences sur des thèmes scientifiques et même littéraires. Pendant les week-ends du mois de Ramadan, on fait de temps à autre des journées par exemple sur l'agriculture de montagne. On fait aussi la sensibilisation sur la gestion des déchets ménagers, sur le nettoyage. Et on fait des activités permanentes durant l'année. C'est d'assurer les cours de soutien pour les classes d'examen. Oui, notamment c'est vraiment votre cheval de bataille, oui. Chaque année, donc chaque vous accompagnez. Année, donc, depuis la création de l'association. Oui, c'est bien. Et puis, lorsque les examens ont lieu, vous aussi, vous contribuez à l'encouragement. Oui, bien sûr, on contribue pour récompenser aussi. Les lauréats. Donc, on fait une fête pour leur remettre des prix pour ces lauréats. Très bien. Un accompagnant pour les plus jeunes aussi, les bacheliers, les futurs bacheliers. Donc, le cycle moyen est aussi compris dans cette stratégie de l'association, c'est bien cela? Oui, donc c'est peut-être une sorte de sensibilisation pour encourager les jeunes à adhérer au mouvement associatif. En parlant d'adhésion, est-ce que vous avez été tenté d'adhérer à une association quelconque, Dr Tahar Amrouche? Comment on a approché cette association? Non, est-ce que vous avez été tenté? Donc l'association, ça y est, on a parlé un petit peu du déclic qu'il y a eu entre vous et les membres, oui. Mais de manière générale, est-ce que le mouvement associatif vous tente? Bien sûr, absolument, il compte énormément. Il mérite tous les encouragements. Et moi, je le vois à travers cette collaboration que l'on fait avec cette association. Et je vous l'assure que même dans les régions qu'on dit reculées ou bien enclavées ou qui souffrent de cet anonymat, eh ben, c'est une grande opportunité pour faire sortir ces gens-là de l'anonymat et pour leur donner un espoir et dire qu'en fait, on peut faire quelque chose d'intéressant autre que ce qui se faisait dans le passé. C'est la recherche scientifique, parce que les associations à caractère scientifique ne sont pas nombreuses. Elles sont rares quand même, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des associations à caractère social, culturel, et social, etc. Mais scientifique, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que je vous dis, j'apprécie bien cette association, je précise sa motivation, sa détermination pour aller de l'avant. Et l'université, elle est là. Et je remercie les responsables de l'université qui ont ouvert toutes les portes à ce partenariat-là. Et moi, je vais dans ce sens-là. En tout cas, à travers cette association, cette jeune association qui existe depuis 2013, on va saluer l'ensemble du florilège justement d'associations qui activent à Tizi Ouzou. Elles sont nombreuses, très actives, très sérieuses, et on les reçoit souvent sur ce plateau. Donc à travers vous et vos actions, on les salue à partir de cette tribune. Donc rappelons un petit peu l'événement. Donc la commune concernée justement par ce gros plan, ce zoom de l'association Igarintusna, c'est bien sûr Aïtoudert. Oui, c'est Aïtoudert. Voilà. Aïtoudert, donc le 21 et le 22, ça se déroule où exactement?
Donc, dans un établissement, c'est une salle des fêtes, Palais du Bonheur, établissement Taleb. On le remercie par l'occasion. Donc, il est très actif, il est très encourageant pour l'association. Aussi, on remercie tous ceux qui ont aidé pour que cet événement réussisse, en l'occurrence les bienfaiteurs de la région. Donc c'est grâce à eux qu'on est là. Et puis grâce aux membres de votre association et grâce aux parrains de l'association sur cet événement également. Donc ça promet en tout cas toute la réussite à ce séminaire consacré à la nutrition, rappelons-le, et son incidence sur la santé publique. Donc, et aussi l'accompagnement, si vous permettez, je voudrais rajouter, on est accompagné par une boîte. Une boîte très connue, qui a une grande expérience, une boîte de communication, Assinat. Je le remercie au passage et je remercie tous les sponsors, tous les gens qui contribuent de loin ou de près à la réussite de cet événement. Et la concrétisation avant la réussite. Exactement. Donc, merci infiniment, messieurs. Donc, monsieur Taher, docteur Taher Abrouche. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, vous vous êtes spécialisé dans le domaine de la biologie et ça a fait de vous un consultant management en sécurité des aliments. Bienvenue encore une fois. Et puis Younes Aitamar Amara Idir, président de l'association Iger Intousna. Bien prononcé. Oui, en tout cas ça m'a plu quand vous parliez du lieu qui va héberger l'événement. Donc ça s'appelle le Palais du Bonheur. Palais du Bonheur. Le Champ du Savoir, Palais du Bonheur, c'est prometteur tout cela. Bon vent messieurs pour votre événement, donc le 21 et le 22 du mois en cours à Aïtoudart. C'est ça, Tizi Ouzou. Oui, Aïtoudart, Tizi Ouzou. Très bien, on continue de parler, mesdames, messieurs, de nutrition, cette fois-ci en reportage, un reportage signé Lilia Ben Nasser qui va nous permettre de vivre un petit peu les ambiances d'un workshop visité par elle, qui est consacré également à la nutrition, cette fois-ci à travers son impact sur le sport. En tout cas. C'est en plein cœur de la capitale que nous avons rencontré Djelil Merezqa, nutritionniste du sport. Tout ce qui est tissu, autre que le poids corporel. Il calcule le volume beaucoup plus. Dans le cadre d'un projet ambitieux qu'il entreprend avec son groupe d'amis, c'est un workshop sur la nutrition du sport qu'il anime aujourd'hui. C'est une exclusivité en Algérie. On a fait déjà cette formation il n'y a pas longtemps, donc c'était au mois de juillet. On a eu quand même une participation très importante. Et vu que c'est un domaine qui est très très vaste et très dynamique, donc on a vu qu'aussi le sportif c'était un cas pas comme les autres. Donc on se devait de faire toute une formation et qui se base justement sur le sportif, la performance, les besoins en calories. Donc c'est vraiment une formation très très vaste. C'est vrai qu'en 2 jours c'est court, on aurait aimé que ça soit beaucoup plus vaste, plus étalé. Mais on est quand même satisfait, on compte même faire sur l'échelle nationale d'autres formations. Et encore une fois, donc, on tient aussi à remercier les participants qui sont venus de différentes wilayas. Et franchement, on est très content. Donc même ici au niveau de l'organisme, donc l'accueil, les organisateurs, tout le monde est content. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est de la partie digitale, tout ce qui est stratégie digitale. Donc DZ Fitness, à la base, elle a commencé il y a maintenant 3 ans. On était sur Facebook, sur la page Facebook DZ Fitness et Nutrition. Donc on a commencé avec 2000 followers, donc 2000 j'aime, et là on se retrouve après 3 ans avec presque 20 000. Donc c'est une grosse communauté qu'on essaie de fidéliser et de garder à travers des vidéos, à travers des photos, à travers des commentaires, pour conseiller des personnes qui sont dans le domaine du médical ou dans le domaine de la nutrition, du sport. DZ Fitness et Nutrition est en train de se développer sur 4 axes principalement. Donc la première étant la formation, la deuxième le consulting nutritionnel, le coaching nutritionnel, le coaching personnalisé en salle, mais aussi on essaie de développer une marque de vêtements. Donc à savoir notre slogan à nous qui est favori, no excuses. Donc pas d'excuses pour faire du sport et pour bien-être et avoir une bonne hygiène de vie. Internet a démocratisé l'accès au coaching sportif, un mode d'accompagnement individuel ou collectif
qui se développe de plus en plus en Algérie. Un module de bodybuilding, par exemple, d'entraîneur sportif, d'éducateur sportif. Voilà, on les laisse finir la phrase et on annonce les invités suivants sur ce plateau. Donc l'avant-dernier de cette émission Bonjour d'Algérie, mesdames, messieurs. Nous avons vraiment le plaisir. Vraiment, il leur faudrait une ovation, mais il n'y a pas de public hélas sur cette émission. Donc ils sont champions d'Afrique et j'ai nommé là donc Rania. Rania Nefsi, c'est bien cela? Oui. Bienvenue Rania. Merci. Félicitations pour la médaille d'or. Merci. Voilà. Et puis également, donc Riyad Bouhamidi, champion d'Afrique également aux 100 mètres d'eau. 200 mètres d'eau, excusez-moi. 200 200 mètres d'eau. 200 mètres. Allez, je rectifie tout de suite. 200 mètres donc d'eau. Et pour Rania, c'était encore un peu plus éprouvant parce qu'elle a décroché l'or après donc le 4 fois 200 mètres, 4 nages. Les 4 nages, c'est pas rien ça. Ouais. Donc j'ai avec moi, mesdames, messieurs, ce matin 2 champions d'Afrique fraîchement récompensés sur les podiums du championnat d'Afrique organisé pour la première fois en Algérie. C'était au complexe Mohamed Boudiaf à Alger. Donc baissé de rideau hier sur cet événement et puis nous avons donc la primeur de recevoir justement ces champions. Le plus jeune, c'est bien vous, c'est bien cela. Vous êtes le plus jeune athlète qui est monté et qui a eu l'or pour ces compétitions, c'est bien cela. Oui. Alors, c'est quoi le sentiment après ça? Ça fait toujours plaisir d'être le plus jeune et de me battre avec les plus forts et les plus grands. Mais alhamdoulilah, j'ai réussi à faire mes preuves. Alhamdoulilah. Oui, 16 ans. Oui. C'était une victoire inattendue. Vos entraîneurs savaient que vous étiez prêts pour cette compétition, mais ils avaient un petit peu tablé sur d'anciens champions, des participants qui ont quitté, donc qui se sont désistés, hélas, pour des raisons de santé, juste à la veille justement de l'événement. C'est vrai que les premières statistiques n'étaient pas toujours en ma faveur, mais j'avais confiance en moi et j'étais prêt pour gagner cette course. Ouais. Malgré mon plus jeune âge, mais j'étais vraiment prêt à me battre contre les autres. Je voulais décrocher cette médaille. En tout cas, vous nous avez offert le plaisir d'écouter justement l'hymne national, donc qui a retenti donc, dans cette piscine olympique, autant que Rania ici présente. Donc merci pour ce plaisir, Rania, également. C'est un plaisir à moi aussi. Genre, ce que j'ai fait, c'était vraiment bien. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Oui, surtout que vos adversaires étaient redoutables. Les nageuses qui venaient d'Afrique du Sud, qui vous talonnaient, étaient très très redoutables. Ouais, ma course était un peu dure. Oui. Mais quand même, j'ai réussi à faire preuve aussi d'endurance. Ouais. On dira d'endurance. Ouais, on peut dire ça. 4 nages à la fois, en 200 mètres chacune. Non, en 100 mètres. En 100 mètres chacune, quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est quelque chose. Vous avez quand même, le crawl, la brasse, le papillon et le dos. Les 4 à la fois. Donc exactement. C'est pas. Alors, c'est pas facile. Est-ce que vous craignez cette course quand vous avez entamé? Franchement, c'est pas une peur, mais c'est comme un stress. Après, ça dépendra du stress. Mais. Chaque seconde compte. Exactement. J'imagine. Et quand vous nagez, vous regardez vos concurrentes? Dans le fond, on est un peu stressé durant cette course. Oui. Mais c'est sûr qu'après, on connaît aussi nos concurrentes. Donc, on sait leur nage plus faible et tout. Donc, on peut faire une petite remontée. Tactique. Exactement. C'est tactique, finalement. On s'imagine que vous êtes juste en train d'affronter l'eau. Mais c'est toute une tactique, des calculs, c'est bien cela? Ouais. Et oui, vous êtes aidé par des coachs. Par des coachs et même le public était là, donc ça nous encourage aussi. On entend le public crier haut et fort, donc... c'est excellent ça. Exactement. Ouais. Alors on va parler de votre moisson en particulier, parce que c'est vrai que vous portez si bien la médaille d'or, donc celle qui vous a permis justement d'être fière justement de votre emblème ce jour-là. Mais vous êtes monté sur le podium plusieurs fois quand même. Exactement. Là, on voit tout un nombre toute une sélection de médailles. Ouais. Elles sont au nombre de combien pour cette compétition? 7 médailles. 7 médailles en tout.
Bravo. Merci. Bravo, ce n'est pas rien. Alors, pour ce qui est de... On va poser la même question à Riyad. C'était la seule médaille. La donc seule médaille, elle est précieuse. Ah, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ah, c'est c'est l'or. la meilleure que j'ai eue. C'est l'or en finale. C'est excellent. Ouais, c'était magnifique. Très bien. Qu'en pensent vos coachs? Qu'en pensent vos parents? Comment vous avez vécu la soirée d'hier? C'était formidable pour nous tous et tout le monde était fier, tout le monde avoir été fier d'avoir représenté mon pays et avoir fait remonter le drapeau de mon entendre Rassama, c'était magnifique pour moi. Ça faisait chaud, j'imagine, au cœur. En tout cas, vous étiez 3. C'est un trio qui nous a apporté justement cette joie de voir l'hymne national, d'écouter l'hymne national retentir dans cette piscine olympique. Ils étaient 3, donc 2 d'entre eux sont là, mais ce trio brillant, donc ce duo a été rejoint par Souad hier. On va un petit peu voir la performance de Souad Chalouati, donc dans ce reportage signé Mokhtar Hammani. De ces 13e championnats d'Afrique de natation a été en or pour la sélection nationale qui décroche grâce à Souad Chalouati en eau libre son 3e vermeil. Et ce n'est pas la concurrence des Égyptiennes Ataf Sendi et Aqal Douna qui allait changer le destin de Souad, bien déterminé à atteindre la plus haute marche du podium, parcourant les 5 km en 1 heure, 2 minutes et 45 secondes. C'était une course très très difficile, surtout avec les 2 nageuses égyptiennes qui sont parties très très vite. J'ai essayé de changer de tactique 2 ou 3 fois, ça n'a pas très bien marché, du coup j'ai rechangé encore. J'ai attendu les 400 derniers mètres pour bien accélérer, au final ça a payé, donc je suis très contente. Oui, avant de venir à cette compétition, mon but c'était juste d'avoir une médaille individuelle parce que j'étais blessée, ça fait 4 mois que j'ai fait aucune compétition, donc je ne savais pas trop où je me situais. Mais heureusement, j'ai eu, en 7 jours, j'ai eu la médaille d'or, l'argent et le bronze, donc j'ai eu le tout, donc je suis très contente. Chez les garçons, le jeune Ali Betra était moins chanceux que Souad, se contentant de la 5e place dans une course remportée par le trio Al-Amri Marwan d'Égypte, le Marocain Saïd Sabr et en 3e position un autre Égyptien, Adel Lebhiri. Voilà, bravo également à Souad Chalouati qui a donc fait partie de ce trio en or, justement, qui nous a honorés lors des précédents championnats d'Afrique de natation organisés en Algérie pour la première fois, je le disais. Donc c'est une fierté. Donc 3e place pour l'Algérie, hein, les amis. Oui. 3e place. L'Égypte est en tête du classement avec 28 médailles d'or. 28 médailles d'or, c'est ça? Franchement, non, en fait 48 médailles en tout et 28 en or pour l'Égypte, effectivement. L'Algérie est en 3e place, est à la 3e place avec 22 médailles, dont 3 en or, grâce à vous, et puis 6 en argent et 13 en bronze. L'Afrique du Sud est à la 2e place, bien sûr, on ne va pas donner toutes les statistiques, mais ensuite s'en suivra la Tunisie, le Maroc, Maurice et Zambie pour la 6e place. Donc 25 nageurs engagés à vos côtés. Vous étiez 25 nageurs représentant l'Algérie cette année. Oui, on était 25. C'est bien cela, oui. Toutes catégories confondues. Donc que pensent un petit peu de cette 3e place vos coachs, l'entraîneur? Alors est-ce qu'il vous dit vous auriez pu faire plus? Est-ce qu'il vous dit c'est très bien? Non, tout le monde dit qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, malgré qu'on était tous jeunes. Oui. Par rapport aux Égyptiens ou à l'Afrique du Sud, notre équipe était plutôt jeune par rapport à eux. Mais alhamdoulilah, on a fait le meilleur de nous-mêmes ou danna al-qalb, alhamdoulilah. Oui, vous êtes sortis victorieux, donc vainqueurs de vos compétitions respectives. On va un petit peu rappeler, mettre un petit zoom sur vous, Rania. Rania, vous évoluez au Canada. Exactement. Actuellement, donc vous êtes venu pour représenter l'emblème national. Ouais. À cette compétition, représenter l'Algérie. Qu'en est-il un petit peu de vos participations au Canada? Où est-ce que vous en êtes? Voilà. Dans quelle équipe est-ce que vous évoluez là-bas? C'est une équipe, c'est à Longueuil. Très bien. C'est l'équipe élite. Je m'entraîne avec un coach algérien. C'est vraiment, c'est une belle équipe, mais c'est pareil comme ici, c'est une équipe jeune. Oui. Donc je me prépare avec une équipe jeune, mais ça fait quand même 3 mois que je suis en Algérie, plus 4 mois. Donc je me prépare avec mon père. C'est mon père qui m'a aidé à faire podium. Ouais. Parce que j'étais quand même malade un peu ces mois-ci. Donc, alhamdoulilah. C'est bien d'avoir pour coach son propre parent. Exactement. C'est excellent. C'est le seul qui a vraiment confiance en moi. Oui. Il a vraiment confiance en moi. Puis c'est le seul qui m'encourage tout le temps et tout.
Est-ce qu'il est nageur lui-même? Est-ce qu'il a... il fait beaucoup de sport, mais je pense qu'il faisait de la natation aussi. Ouais. Donc c'est le soutien psychologique. Exactement. Par rapport que ce soit lui papa. ou ma mère, mais mon père, il a toujours vraiment été là pour moi. Excellent. Et puis ça coïncidait avec les vacances d'été. Exactement. C'est super. Mais vous, dans la vie, vous êtes étudiante? Oui. Très bien. Quel cycle? Informatique. Informatique, donc universitaire actuellement? J'ai fini, j'ai eu ma licence. Ah bah bravo. Merci. Ah bah super. On a de quoi être fiers. Hein, vraiment, vos parents doivent être super fiers de vous. Autant pour vous aussi. Oui. Donc j'essaye de me rappeler de Riyad. Riyad Bouhamidi, donc vous êtes étudiant également? Oui, au lycée sportif à Dralé, en deuxième année. Scientifique. Donc vraiment, vous vous êtes spécialisé, vous, hein? Ah oui. Des études en sport et vous continuez donc dans la... J'avoue que le lycée sportif m'a beaucoup aidé ces dernières années pour faire l'équilibre entre mes études et mon sport. Et alhamdoulilah, je les remercie énormément pour tout ce qu'ils m'ont fait. Très bien. Est-ce que vos coachs essayent de varier ou est-ce que vous restez toujours sur ce choix du 200 mètres d'eau? C'est un petit peu votre spécialité, c'est ainsi que vous avez vaincu? Oui, c'est ma spécialité, mais je reste polyvalent. Je peux nager du crawl et même du 50 ou du 100 mètres d'eau, ça ne me dérange pas. Très bien. Dans les compétitions nationales, à l'échelle nationale, vous participez toujours dans avec la même nage ou est-ce que vous touchez au reste? Oui, je touche toujours au reste. J'ai fait 7 ou 8 courses par exemple au championnat d'Algérie. Et alhamdoulilah, je fais mes preuves partout. Et au championnat d'Algérie, quel a été votre résultat? Au dernier championnat d'Algérie, j'ai gagné le 50, le 100 mètres et le 200 mètres d'eau. Ah, ben vous avez déjà donc quelques médailles que vous auriez dû apporter comme ça pour faire l'équilibre avec Rania. Excusez-moi, une médaille d'argent, 52. Une médaille d'argent, mais c'est pas grave. Elle a ramené l'argent, le bronze, tout. Oui, ben voilà. Inch'Allah, les prochaines compétitions, on vous recevra avec l'ensemble, toute la panoplie de médailles. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Donc, est-ce que vous avez des perspectives proches? Est-ce que vous avez des compétitions en préparation actuellement? On a peut-être les championnats du monde en petit bassin. Très bien. C'est en décembre. J'espère qu'on va. Ah, c'est proche quand même. Ouais. Oui. Après, on a les Jeux africains l'année prochaine, Inch'Allah. Puis lui, il a beaucoup de compétitions jeunes. Il a les JOJ dans pas longtemps. Oui. Inch'Allah. Et j'espère que vous serez prêts aussi pour les Jeux Olympiques, les Jeux Méditerranéens, d'abord à Oran, et peut-être un jour les Olympiades, donc qui sait. Inch'Allah. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand pour arriver. Ben merci infiniment. Donc Rania Hafsi, championne d'Afrique. Pardon, Nafsi, oui. Bon, voilà. Il va me falloir des lunettes. Donc Rania, bravo, donc vous êtes championne d'Afrique depuis hier, donc avec le 4 fois 200 mètres nage libre. 4 nages plutôt, c'est pas nage libre, c'est Souad qui était en nage libre, c'est bien ça. Et puis Riyad Bouhamidi, champion d'Afrique également aux 200 mètres d'eau, 16 ans je le rappelle, le plus jeune athlète, donc récompensé lors de cette compétition qui a connu une baissée de rideau hier. Mesdames, Messieurs, restez avec nous, donc dernière ligne droite avec Mustapha Boufellah qui se prépare à entrer, mais avant, une petite virée du côté de la Casbah d'Alger, la basse Casbah, à travers justement ce reportage signé Nesrine Ben Saïdi qui nous emmène au palais Hassan Pacha. En 1791, ce palais était la propriété du Dey Hassan au pouvoir de 1791 à 1798. Le palais est constitué de plusieurs salles, dont l'une réservée aux audiences officielles et une autre tout aussi importante qui servait de douira pour les hôtes de passage. Après 1930, ce lieu devint le palais des gouverneurs généraux français d'Alger sous le nom du palais d'hiver puis palais Brousse de 1939 à 1950. Patrimoine algérois, ما نلقاوش nécessairement en Turquie, particulièrement d'Alger. C'est des palais algérois. يعني كانت العثمانيين هنايا ولكن يعني الخدمة tout le travail c'était le travail تاع les locaux يعني tous les petits métiers. Ce joyau architectural, endommagé par le temps, subit une grande opération de restauration. La wilaya d'Alger a confié ce projet à 17 entreprises qui veillent à le restaurer en reproduisant les moindres détails de son architecture initiale. Il y a 360 salles. Notre objectif est de restaurer ce lieu sans toucher à son histoire, c'est-à-dire veiller à ne pas toucher au passage des Ottomans par exemple.
Nous faisons un travail manuel très minutieux, c'est très important. Nous avons restauré pratiquement tout le palais, les colonnes ont perdu de leur éclat, nous essayons de lui redonner un coup de neuf. Nous avons restauré la céramique, le cuivre, la boiserie et même le fer. Les panneaux céramiques, le khashab. Cette demeure garde le nom de Dar Hassan Pacha à nos jours. Située face à Dar Aziza, elle est aussi mitoyenne de la mosquée Ketchawa et aussi classée patrimoine mondial. Et comme le disait le jingle ici présent, donc c'est au tour de Mustapha Boufellah d'entamer sa première rubrique accessibilité. Eh ben oui, bonnes vacances, vous n'avez pas eu de vacances vous? En fait, si, mais pas bien profité de la mer. Oui, je vous ai vu. On a eu quand même un répit. Je vous ai suivi. Ah bon? Vous m'espionniez, Mustapha? C'est pas moi qui vous espionne, c'est la télé qui vous espionne. Ah zut. Moi, j'étais juste derrière la télé. On va devant la télé. Effectivement, nous avions vécu une très belle expérience. Oui, non, c'était très bien. C'était toute l'équipe, justement, qui avait travaillé également cet été sur une émission qui s'intitulait Brise d'été. Donc, on avait été en bord de mer et même pied dans l'eau souvent. Oui, j'ai même aimé l'interview que vous avez fait avec le chanteur de Triano d'Alger. Oui, Triano d'Alger. Mehdi, qui a très bien Mehdi et Menel Bougam qui nous avaient chanté. Oui, Menel Bougam aussi, oui, ça, c'était un duo très très sympathique. Voilà, et nous sommes aujourd'hui dans un nouveau décor qui est très bien, le studio a été très bien fait. Ben oui, merci à ceux qui ont travaillé voilà, justement au lifting de notre petit décor. Ben merci Mustapha. Donc, et vous m'interrogez, moi aussi je vous pose la même question. Moi, alors ces vacances. J'ai fait le pantouflard. Non, j'étais plutôt bien, je suis bien reposé, bien ressaisi. J'ai trouvé de nouveaux sujets qui vont venir pour alimenter un peu la rubrique. Donc, et j'ai trouvé plein de choses qui peuvent aider les personnes en situation de handicap, surtout dans le domaine, je vous en parlerai, dans le domaine de la natation, puisqu'on a parlé de natation dans le domaine de la natation pour les personnes en situation de handicap. Il y a eu plein d'événements aussi dans le domaine sportif, puisque vous parliez tout à l'heure de la natation au championnat d'Afrique. Nous avons fait les championnats d'Afrique de powerlifting, où nous sommes encore, nous étions classés 3e, donc avec une médaille d'or. Excellent. Là, j'inviterai la personne qui a gagné la médaille d'or, la jeune fille qui a gagné la médaille d'or en powerlifting. Il y a eu la participation des filles basketteuses au championnat du monde en Allemagne. Hélas, ils ont fait dernière, mais ça a été déjà une bonne expérience. Ben oui, ça forge, ça prépare aux compétitions suivantes. On en reparlera au cours de nos rencontres. Oui. On va en parler. On va parler du sport, on va parler de ce qui est nouveau pour les personnes en situation de handicap, surtout les nouvelles dispositions, ce qui existait. En tout cas, je ne vous avais pas espionné durant cet été, mais j'ai eu écho que vous aviez fait de très belles virées avec l'association Récif. Oui. Et que c'était très très intéressant. Oui. Non, avec Récif, c'est un peu mon club de plongée aussi. Là, je ne pouvais pas en faire parce que bon, j'avais des problèmes. Mais sinon, c'était de bonnes virées, c'était de bons rapports. Et surtout qu'il va y avoir aussi, à partir de la fin du mois, les nettoyages aussi des plages, puisque c'est la journée internationale de la mer. Donc il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Eh bien, on essaiera de suivre toutes ces activités à travers les petits indices et les tuyaux que vous allez nous donner. Voilà. Mustapha, aujourd'hui, donc, vous avez aussi cadré avec l'événement principal de cette émission de retour. Il s'agit justement de la rentrée sociale. Scolaire, surtout. Sous différents aspects. Et là, on va parler de rentrée scolaire pour des personnes... écoutez, la rentrée scolaire, ça s'est bien passé dans les écoles. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des enfants sur liste d'attente. D'accord. Et on n'arrive pas à combler le vide. C'est ce qui est un peu, disons, qui me chagrine un peu, parce que vous savez que chaque enfant a le droit à une éducation, a le droit à apprendre, a le droit d'aller dans une école. Et pour cela,
je pense qu'il y a eu un petit peu de retard parmi les personnes en situation de handicap, les enfants. Il y a les écoles qui dépendent... Qu'est-ce qui explique ce retard, justement, qu'est-ce qui explique ce retard? Par manque d'infrastructures. Donc il n'y a pas assez d'infrastructures sur le territoire national, je pense. Et ça... Alors, vous parlez d'infrastructures spécifiques aux personnes en situation les deux. de handicap ou... Les deux. Vous avez maintenant... Vous avez les structures spécifiques aux personnes en situation de handicap, mais vous avez aussi les structures... Les espaces communs, donc aux valides et aux valides, des classes intégrées, qu'on appelle couramment les classes intégrées. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup, dans les classes intégrées, les directeurs d'établissement mettent un peu, je ne veux pas aller leur jeter la pierre, hein, bien sûr, mais certains mettent un peu de frein en disant, mélanger un enfant handicapé avec un enfant valide, ça risque encore de créer des problèmes. Et certains parents d'élèves, par exemple, refusent qu'il y ait cette cohésion entre enfants handicapés et enfants valides dans la même structure. Ils préfèrent une classe intégrée? Non, c'est pas ça. C'est que même dans une classe intégrée, vous avez une école, vous avez une classe intégrée. Certains parents d'élèves refusent de voir des enfants handicapés mélangés avec leurs enfants. Ah, d'accord, ce ne sont pas les parents des handicapés. Non, c'est les autres. Les autres qui, certains parents trouvent ça complètement immoral, si vous voulez, et complètement stupide de mettre des enfants handicapés avec des enfants valides. Alors que dans des écoles, dans les pays tels que la Tunisie et le Maroc, la Tunisie, beaucoup plus la Tunisie que le Maroc, ont des enfants qui s'intègrent facilement dans les classes où il y a des enfants non handicapés. Oui, parce que tant que l'handicap n'est pas mental, je ne vois pas où est la différence. Dans les pays scandinaves, vous avez un enfant par classe qui est autiste par exemple, se mélange avec un enfant tout à fait normal. Certes, son instruction est un peu spécialisée, est un peu spéciale par rapport à l'enfant. Oui, il y a des efforts qui seront fournis par les pédagogues en vue. Mais néanmoins, dans les travaux pratiques, cet enfant va participer, avec des enfants tout à fait normaux, au travail pédagogique. Oui, puisque la structure mentale est intacte. Non, l'autisme n'est pas intact. Non, je ne parle pas de... Oui, mais bon, il y a quand même une forme d'intelligence. Voilà. Il y a juste... ce sont des troubles neurologiques. Voilà, son comportement, etc. neurologiques qui vont peut-être être visibles. Mais en revanche, l'intelligence est intacte. Elle est même très, très intéressante. Oui, moi j'ai pris en exemple l'enfant autiste, parce qu'il y a d'autres types de handicaps. Il y a ceux qui sont sur fauteuil roulant, à qui les classes ne sont pas adaptées. C'est-à-dire, vous vous retrouvez le matin dans une classe en bas et l'après-midi dans une classe en haut. La personne en fauteuil roulant ne pourra pas monter en haut, même s'il a l'assistance de ses amis, ceux qui sont en classe avec lui, les enfants s'aident mutuellement quand ils se connaissent. Absolument, il y a de la solidarité. Donc, même s'il y a une solidarité entre enfants, les enfants sont trop jeunes pour faire monter un fauteuil roulant parmi les escaliers dans notre classe. C'est quand même un accessoire assez lourd. Voilà, et on a aussi la crainte du chef d'établissement en disant si cet enfant il monte en classe en fauteuil roulant, imaginons il tombe dans les escaliers sur le fauteuil. Ça risque d'avoir des problèmes, un accident est arrivé. Donc ils ont peur. Pour cela, je pense qu'il faudrait peut-être des auxiliaires dans les écoles, des auxiliaires de vie, des auxiliaires scolaires qui pourraient aider ces enfants à s'occuper de la journée pendant les cours scolaires, mais qui n'a pas le droit de montrer l'exercice à l'enfant. Oui. L'auxiliaire scolaire doit participer lui-même à voir s'il écrit bien, s'il a des crayons, des stylos, etc., adaptés, parce qu'il y a des stylos et des crayons qui sont adaptés aux personnes à certains handicaps, certains handicaps, bien sûr. Et il y a aussi le non-voyant qui a le travail en braille. Donc il doit prendre sa tablette avec son poinçon et il doit écrire sur la feuille braille les cours. Ou quelquefois qu'on permet à ses enfants d'enregistrer le cours par des dictaphones. Parlez-moi de cette année, donc, Mustapha. Comment se sont déroulées les choses par rapport à la rentrée scolaire écoutez, la rentrée scolaire spécifique aux personnes en situation je dis encore, la rentrée scolaire s'est passée bien, normalement, et très... ils ont bien suivi, mais moi, je ne parle pas de la rentrée scolaire spécifique. Je parle de ceux qui sont à l'arrière, qui ne peuvent pas avoir leur place
dans une institution ou dans une école. Faudrait-il créer de nouveaux établissements, ce qui est tout à fait normal. Par type d'handicap, moi je suis contre. Est-ce que le chiffre est élevé par rapport à ceux qui n'ont pas été admis? Le chiffre est très élevé. Vous avez une liste d'attente quelquefois de 100, de 200 personnes. Tout dépend de la région. Vous savez, c'est très dur d'avoir un enfant qui regarde son frère rentrer à l'école ou sa sœur rentrer à l'école et lui rester à la maison. Ben oui, il vous dit, bon, moi je ne rentre pas à l'école. Honnêtement, Mustapha, je suis consternée de le découvrir. Je ne le savais pas. Je découvre avec vous cet aspect et je suis vraiment quelque part outrée que l'élément qui soit éliminé soit l'élément qui est en situation de handicap. Oui. Une liste d'attente devrait être commune aux valides et aux invalides. Bien sûr, moi je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre. Pourquoi pénaliser uniquement l'handicapé? Voilà, il ne faut pas jeter la pierre à l'État. L'État fait ce qu'elle peut, mais c'est les associations qui devraient défendre, les droits des enfants. Moi je vois par exemple, j'ai eu l'honneur de discuter avec Madame Priard, la présidente de la Fédération des parents d'élèves. Elle est aussi pour qu'il y ait une intégration, une inclusion, si vous voulez, d'enfants handicapés dans des écoles. Donc il ne faut pas peut-être que ce serait la solution. Peut-être que ce serait la solution. Ce serait une bonne solution. Ce serait peut-être de déployer ces classes intégrées dans les institutions qui n'ont pas encore accédé à ce système. Vous savez, nous, on n'invente pas le couteau à couper le beurre, le fil à couper le beurre plutôt. On copie, mais il faut bien copier. Il faut voir à travers les expériences des autres pays. Les pays scandinaves, les pays européens, les pays américains, nord-américains. Et copier vraiment bien. Et essayer d'amener... Sans mimétisme aucun. Sans mimétisme aucun, c'est adapté à la situation locale. L'expérience là-bas, il l'a ramené, l'algérianisé, il l'a ramené. Parce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas créer quelque chose auquel nous ne sommes pas outillés sur ça. Donc, prendre l'expérience, par exemple, scandinave, qui est une expérience assez bien évoluée, ou une expérience canadienne qui est très évoluée aussi dans le domaine de la prise en charge scolaire pour les enfants, cela pourrait éventuellement être bénéfique pour eux. Et on pourrait, disons, résorber le manque de la liste qui est en liste d'attente. Toutes ces carences pourraient être comblées, effectivement. Bien sûr. Vous avez par exemple les non-voyants ne posent pas de problème, ils vont jusqu'à licence et le doctorat. Vous avez les handicapés physiques, ils vont aussi jusqu'aux licences et au doctorat. Les sourds, ils n'avancent pas. Il y en a qui ont la chance d'avancer et d'aller plus loin. Mais ils ont besoin quand même d'un établissement spécifique. Bien sûr, non, au départ, pour démutiser, oui, pour démutiser, on a besoin d'abord, au départ, quand on est jeune, on prend l'enfant jeune, on le démutise, on essaye de le faire comprendre qu'il est sourd, donc on l'adapte à la réalité, la réalité des choses. Bon, ils ne vont pas très loin, eux aussi, c'est pas de leur faute. C'est aussi, disons, en liste d'attente qui permet d'accumuler du retard. Et tant que vous ne faites pas la démutisation, vous ne pouvez pas rentrer à l'école. Oui. Reste le problème des enfants déficients mentaux, qu'ils soient trisomiques ou qu'ils soient autistes, etc. Ça, c'est un problème de scolarisation de ces enfants. D'accord. Et il faudrait que les associations travaillent et aident les ministères de l'Éducation nationale et le ministère de la Solidarité à trouver une solution. Oui, excellent. Donc j'espère qu'on pourra suivre l'affaire, Mustapha, à travers la rubrique accessibilité. On va surtout que l'Algérie a ratifié les droits des personnes en situation de handicap avec l'ONU. Et le droit à l'éducation devrait être le même pour toutes les franges de la société. Merci infiniment, Mustapha. C'était un plaisir de vous retrouver. Mais moi aussi, à lundi prochain. D'ailleurs, ça vous va bien, l'arrière-plan vous va très bien. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a la salle Hacha, le dôme de la salle Hacha, juste en dessous. D'accord, très bien. Déjà, vous pouvez aller faire du sport d'ici. Moi j'arrive à apercevoir l'autre versant, le versant est d'Alger, justement, à travers l'image qui est derrière, l'hôtel Horaci, et puis toute la baie qui est derrière. Non, c'est très beau. Avoir une image comme ça, c'est très beau. En tout cas, excellente journée, Mustapha. Merci, vous aussi. On se retrouvera lundi prochain. Lundi prochain, on va essayer je vais essayer de faire quelque chose de nouveau,
puisque j'ai appris que l'ITUSA avait eu de nouveaux moyens de transport. En tout cas, on découvrira ça ensemble lundi prochain. Mustafa, merci infiniment. Merci à ceux qui nous ont suivis ce matin. Merci et bonne journée, excellente journée à tous. À demain, 8h, 9h30, rappelez-vous, pour Bonjour d'Algérie. À très vite. راس المال بالربح ولا بالخساره ما نحب القيل والقال العيب يجي بتصاره مازال كاين الرجال يا الدنيا يا الغداره العبد بينا شحال معاك شبعنا مراره